Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui je vous présente comment différencier avec BookWidgets. Je vois qu'il manque un petit accent dans le titre, désolé, je vais corriger dans la version que je vais vous envoyer. Donc vous aurez la présentation avec le titre de manière correcte. Comme toujours, je commence par une petite présentation de ce que c'est BookWidgets pour celles et ceux qui regarderaient ce webinaire, que ce soit en direct ou en différé, et qui connaissent pas encore BookWidgets ou pas encore très bien. C'est un outil de création d'exercices numériques et vous voyez à l'écran nos quatre piliers. Tout d'abord, une bibliothèque d'activités avec plus de 40 modèles d'exercices, les intégrations dans des plateformes numériques, Smart School, Classroom, Teams, Moodle et d'autres. La possibilité de suivre en direct les élèves et le tableau de bord pour la correction. Et ces quatre piliers vont revenir dans ce webinaire parce que la différenciation pédagogique peut être appliquée à travers ces quatre éléments. Ben, vous allez le voir. Mais avant de parler de différenciation pédagogique, il faut peut-être essayer de comprendre et de définir ce concept. Donc, je me suis renseigné auprès de mes bons amis, c'est-à-dire quelques chatbots IA, hein. J'ai commencé par Gemini. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que la différenciation pédagogique? Et pour lui, c'est l'art d'ajuster son enseignement pour que chaque élève, malgré ses forces, ses faiblesses et ses rythmes différents, puisse atteindre les mêmes objectifs d'apprentissage. Et il précise qu'il ne s'agit pas de faire du sur-mesure individuel pour 30 élèves, ce qui serait impossible, mais plutôt de proposer des itinéraires différents ou variés pour arriver à la même destination. Là, on peut comparer à ce que dit ChatGPT. Bah, il me dit presque la même chose, hein. Il me dit la pédagogie différenciée est une approche qui consiste à adapter l'enseignement aux besoins au rythme et au profil différents des élèves tout en poursuivant les mêmes objectifs d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il applique déjà en quelque sorte une différenciation où il va m'aider à visualiser un peu plus, hein. Il donne une définition simple, il utilise des emojis, ça rend déjà les choses un peu plus visuelles. Et il dit c'est enseigner de façon à ce que chaque élève puisse apprendre efficacement, même si les niveaux sont différents et les besoins particuliers existent. J'ai adapté un tout petit peu parce qu'il parlait aussi de différents styles d'apprentissage. Et là, je sais que c'est un peu un sujet controversé dans les milieux pédagogiques, donc j'ai enlevé cette partie-là. Bon, on va pas uniquement se fier aux IA, donc j'ai aussi consulté, disons, une vraie ressource avec des gens derrière, des pédagogues, parce que Hachette Éducation, c'est une maison d'édition spécialisée dans des publications sur la pédagogie. Et là, on a quand même une toute autre, une autre nuance, disons, parce qu'ils mettent l'accent sur l'élève. Ils disent pédagogie flexible centrée sur l'élève qui le place comme acteur proactif au centre de son apprentissage. Et l'idée est de développer le potentiel de chaque individu selon ses capacités propres et sa motivation. Bon, je ne vais pas lire tout ce qu'il me dit, mais j'ai une deuxième partie sur le slide suivant. Là, les 4 points, je trouvais intéressants parce que selon Hachette Éducation, il y a plusieurs types de différenciation pédagogique. On peut différencier selon les contenus, selon les procédés, par l'interaction et il y a la différenciation de production. Et ça, on va le retrouver tout au long de cette présentation dans tout ce que je vais vous présenter. Commentaire dans le chat, tendance actuelle, c'est le UDL en anglais, Universal Design Learning. En effet, c'est un sujet très lié. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube en anglais, mes collègues, ma collègue américaine a déjà fait un webinaire sur ce sujet-là aussi. Donc c'est très lié à ce que je vous raconte aujourd'hui, avec quelques nuances, peut-être encore un peu plus sur le design. Donc je vous invite à regarder ce webinaire également. Mais d'abord, on va faire celui-ci hein, au programme. On va comparer deux versions d'un même quiz. Puis, on va regarder comment on peut différencier dans les autres types de widgets. Troisième point, différenciation de contenu et de production. Donc là, je reviens un peu aux éléments de la définition ou de la description de Hachette Éducation. Quelques options avancées
pour différencier, je vais vous présenter aussi des outils externes qui fonctionnent bien en combinaison avec BookWidgets. Et puis, on va terminer par une démo de la fonction live et le tableau de correction. Mais d'abord, on va comparer deux versions d'un quiz. Et je vous l'avais déjà envoyé par mail hier ou avant-hier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps et l'occasion de comparer ces deux versions. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour le faire ici. Je vous mets les liens dans le chat. Donc ici, vous avez une première version. Voilà. Et puis, je prends la version 2. Vous allez voir que c'est quasiment le même quiz avec quasiment les mêmes questions. Mais malgré tout, il y a quand même d'importantes différences aussi. Et je vous invite à regarder les deux, à comparer les deux. Vous pouvez donner les réponses, vous pouvez même envoyer vos réponses, vous pouvez donner des réponses fictives, hein. Le but n'est pas d'avoir les bonnes réponses. Et puis de trouver un maximum de différences dans les questions, dans les paramètres qui vont permettre de différencier parce que voilà, on va proposer peut-être quelques outils supplémentaires à certains élèves dans dans une des deux versions et pas dans l'autre. Et si vous avez trouvé des choses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Bon, on va regarder les deux versions. Je les ai mis ici l'un à côté de l'autre. Et au niveau de la première question, la question texte, hein, il n'y a pas de différence. Mais dès la première vraie question, on va quand même trouver des différences. Bah, ici, bon, c'est assez évident, hein. Il y a deux différences dans la version bleue. Il y a un QCM. Dans la version jaune, c'est une question ouverte. On pose exactement la même question, mais bon, il est clair que la première version est un peu plus facile. En plus, il y a un indice. Et l'indice, bon, soit ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ou on peut mettre un texte, hein. J'ai mis en texte, pense alors des planètes. Et je fais référence à une phrase mnémotechnique. J'ai même mis la phrase. Là, c'est peut-être un peu trop facile. C'était juste pour montrer la possibilité. Donc voilà, l'indice, le QCM au lieu de la question ouverte, ben, c'est déjà une possibilité de différencier. Question suivante, dans la version bleue, c'est glisser-déposer du texte. J'ai quand même mis quelques distracteurs. Il y a des mots de trop, mais c'est probablement plus facile que ce que les élèves à droite doivent faire. C'est le même texte, les mêmes mots à compléter, mais ici, ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent connaître ou trouver les mots à compléter dans le texte, dans ce texte à trous. Question 3, même type de question ici, relier pas des textes, hein, donc ici des pays avec leur capitale, mais à droite, dans la version jaune, j'ai mis des distracteurs, ça rend les choses un peu plus difficiles. Dans la question où on doit faire un calcul, ben, dans la version bleue à gauche, les élèves ont accès à un bloc-notes pour faire le développement de l'exercice et également à une calculatrice ici. Voilà, donc ils peuvent faire les calculs en utilisant la calculette. Ça, c'est une autre différence. À droite, on n'a pas ces fonctionnalités. Puis, pour l'image à annoter, bah, à gauche, dans la version bleue, j'ai des menus déroulants. Alors qu'à droite, c'est à l'élève de connaître les états. Ils n'ont pas le choix, ils doivent eux-mêmes savoir que le numéro 1, c'est le Texas. Ils n'ont pas cette liste où parfois, par déduction, on peut déjà trouver plus facilement la bonne réponse. Question 6. Corriger les erreurs dans les phrases. Ben, ici, dans la version bleue, quand je clique sur un mot qui est écrit correctement, il va me le dire. Ce mot est correct. Voilà. Alors que dans la version à droite, l'élève pourrait corriger à tort un mot qui serait correct. Donc c'est plus difficile que la version à gauche.
Exercice d'écoute, subtile différence. À droite, c'est limité à deux écoutes, comme vous pouvez le voir ici, alors que à gauche, les élèves peuvent écouter autant de fois qu'ils le souhaitent. Pour la traduction en espagnol, vous voyez que à gauche, les élèves ont accès ou ils ont à leur disposition un clavier visuel qui leur permet d'écrire plus facilement les caractères en espagnol, alors qu'à droite, on va dire non, c'est à eux de se débrouiller parce que voilà, ils sont assez sages et peut-être que dans la vraie vie, quand ils doivent écrire un email, ils n'ont pas forcément accès à de tels outils non plus. Ils doivent trouver d'autres façons pour écrire ces accents en espagnol. La grille d'évaluation est la même, mais c'est un outil intéressant qui permet aussi de différencier parce que une partie importante de la différenciation, c'est d'abord comprendre où les élèves en sont et peut-être aussi leur propre impression de leur maîtrise de la matière, hein. Donc ici, si l'élève s'est dit lui-même qu'il s'est mal préparé, ça donne des infos. Si au contraire, il se dit, je me suis très bien préparé et malgré tout ça, il a un mauvais résultat, ce sont des informations utiles pour l'enseignant qui lui permettent de différencier par après. Et puis l'exercice de rédaction de texte, à gauche, ils doivent écrire un texte de 40 mots, à droite de 80 mots. Et là, vous voyez une autre différence. À gauche, ils peuvent sélectionner le texte et ils peuvent aussi l'écouter. Je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que mon micro coupe assez bien les sons d'arrière-plan. Sont les fonctionnalités de BookWidget que vous ne connaissiez pas. C'est une voix qui parfois pourrait avoir un peu une impression robotique, mais c'est aussi parce que je l'ai ralenti. Donc l'élève peut Jour. changer Ça va. la vitesse de lecture. Et si on prend la vitesse normale, ça va être plus naturel aussi. À droite, il n'a pas ces fonctionnalités. En plus, les élèves peuvent indiquer ici, surligner des choses en différentes couleurs, par exemple des mots qu'ils ne comprennent pas. L'enseignant va le voir par après dans la correction. À droite, j'ai désactivé cette fonctionnalité. Donc voilà quelques différences, quelques possibilités au niveau de la différenciation. C'est le même quiz, les mêmes questions, et pourtant il y a quand même des différences au niveau du paramétrage et au niveau de la difficulté qu'un élève pourrait éprouver pour compléter telle ou telle version. Ici, j'ai les deux quiz encore une fois, mais j'ai les liens de l'enseignant. Vous aurez par après les présentations, donc ces liens vous permettent d'effectuer une copie dans votre compte, ce qui vous permet de regarder tous les paramètres en détail. Ah, il y avait une autre différence en haut à droite, c'est le minuteur qui, dans une des deux versions, était là, ici, vous voyez, il reste 16 minutes 30 et dans l'autre version, il reste, on va regarder, 6 minutes 10. Donc, on a 10 minutes de plus dans l'une ou dans l'autre version. Donc, voilà, l'idée pour la suite, c'est que je vais vous montrer comment j'ai configuré tout cela, quels sont les paramètres que j'ai utilisés pour configurer ces différences au niveau des fonctionnalités et au niveau des types de questions notamment. Ça, c'est pour tout à l'heure. Je peux en faire une copie. Je vais regarder, je pense que je l'avais déjà dans ce compte, donc je vais regarder sur Créer. Voilà. Et première chose que j'ai faite aussi, c'est d'utiliser des couleurs. Ce sont des emojis que j'ai mis pour indiquer la différence. Et j'ai pas mis différencier avec beaucoup de version facile et version difficile. Ça serait un peu trop stigmatisant. J'ai mis des couleurs et j'ai pas mis non plus du vert et du rouge pour la même raison. Donc j'ai pris un peu des couleurs neutres. Donc voilà, ça c'est tout simplement en mettant un emoji. On peut le faire très facilement avec un clic droit. J'ai accès aux emojis. Il y a des raccourcis également pour le faire. Voilà, donc ça c'est déjà une première petite différence. Et puis on va regarder au niveau des questions.
Bon, ici, facile, c'est un QCM et pas une question ouverte. Et j'ai activé l'option indice. Ça se trouve en dessous. On peut mettre un indice qui s'affiche automatiquement pour les élèves. Deuxième question, bah, c'est tout simplement le type de question glisser-déposer. Pour les pièges, on peut les ajouter ici. Bah, plus on met des pièges, plus ça va être difficile. Donc là aussi, il y a moyen de varier. Correspondance de texte. Dans cette version, il n'y a pas de piège. Si je veux ajouter une piège, bah, je mets par exemple à droite Bruxelles et je mets pas le mot à gauche. Comme ça, bah, il y a une ville, une capitale de trop. Donc ça sera un peu plus difficile. Je vais l'enlever ici, mais voilà, c'est possible. Mon texte à trop avec les calculs, bon là j'ai activé le bloc-notes, vous le voyez ici, et la calculatrice, mais la calculatrice se trouve dans l'onglet général. Nommer les états, pour faire les menus déroulants, on utilise l'option Select, deux points, et puis on met d'abord la bonne réponse, et puis des distracteurs. Toutes les informations, vous les avez en cliquant sur le i pour information. Et ici, on vous explique comment faire des menus déroulants, comme je l'avais fait ici. Voilà. Si je vais un peu vite, hein, vous aurez les slides, vous aurez les liens de l'enseignant. Vous pouvez regarder tout ça tranquillement par après. Corriger des mots dans une phrase. Là, on a l'option rendre tous les mots modifiables. Je ne l'ai pas activé dans cette version, je l'avais activé dans l'autre version. Ça veut dire que quand ils cliquent sur le mot toujours qui est écrit correctement, ben, dans cette version, ils vont voir qu'ils ne peuvent pas le corriger parce qu'il est déjà écrit correctement. Dans l'autre version, ils pourraient à tort le corriger. Et donc, en fait, l'écrire de façon erronée. Quand on a un exercice d'écoute comme celui-ci, et quand on met l'extrait audio ici, ben, on a la possibilité de mettre en nombre maximal d'écoutes, tout simplement en mettant un chiffre ici. Quand je mets un 3, les élèves ont droit à 3 écoutes. Quand je mets rien, ça veut dire que c'est illimité. Pour la traduction en espagnol, vous avez vu le clavier visuel qui est paramétré non pas ici, mais sous général. Une grille d'évaluation, ça se présente comme ça pour la configuration. On a fait un webinaire entier sur les possibilités de la grille d'évaluation. Donc si ça vous intéresse et vous ne l'avez jamais utilisé jusque-là, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et puis ici, dans la question ouverte, ben, c'était tout simplement dans la consigne qu'on va demander d'écrire au moins 40 mots ou plus ou moins. Et puis j'active l'option afficher le compteur de mots. Ça rend, bah, pour les élèves, ça rend les choses un peu plus faciles parce qu'ils peuvent à tout moment vérifier le nombre de mots qu'ils ont déjà écrits. Voilà quelques différences au niveau des questions, au niveau des bah, types de questions. Dans ressources, j'ai pas de différence parce qu'il n'y a pas de ressources dans mes exemples-ci, mais je vais vous montrer tout à l'heure des exemples où on peut aussi différencier en faisant des choses avec les ressources. Dans rapport, c'est ici que j'ai activé le mode examen qui est en fait le minuteur. Et donc pour l'une des deux versions, j'avais mis à 30 minutes et dans l'autre version, j'avais mis à 20 minutes. Donc voilà. Et puis il y a beaucoup d'options sous général ou dans l'onglet général qui permettent de différencier. Je vais les passer en revue. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Permettre à l'élève de corriger, de mettre à jour les réponses. Donc après l'envoi, est-ce que l'élève pourrait faire une deuxième tentative? Est-ce qu'il pourrait revenir en arrière et modifier ses réponses? Et en plus, on va verrouiller les réponses, les questions répondues correctement lors de la mise à jour. Donc ça veut dire que si dans les 10 questions, ben, il y en avait 4 où il avait trouvé la bonne réponse, et quand il va faire une deuxième tentative, les 4 qui sont correctes seront bloqués, il ne pourra plus les modifier parce que sinon il va peut-être à tort les modifier.
Donc ça, c'est déjà une possibilité. Ce sont des choses que je n'ai pas montrées. Je n'ai pas été jusque-là. Hein, je n'ai pas envoyé mes réponses, mais n'hésitez pas à le tester avec les exemples que je vous ai envoyés. Et justement, si vous avez envoyé, ben, je vais peut-être quand même le faire ici dans une version. Voilà, d'ailleurs, j'ai plus de temps dans cette version-ci. Le temps est écoulé, donc je vais envoyer. Et j'ai un très mauvais résultat parce que j'ai donné quasiment aucune réponse. Et donc j'ai un feedback. Tu es encore en train d'acquérir les bases nécessaires pour cet exercice. Je te conseille de revoir la théorie du chapitre 2 et ainsi de suite. Ce feedback-là, qui dépend du résultat, ben, je l'ai configuré ici dans les commentaires. Si l'élève a moins de 80%, c'est en pourcent, parce que mon exercice, peut-être qu'il était sur 23, je ne sais même pas, mais il va faire la conversion en pourcent. Donc si c'est très bien, bah, il va avoir ici les applaudissements et excellent, et il va avoir un mot de passe pour l'exercice suivant. Alors que s'il est en dessous de 80, il ne maîtrise pas les bases nécessaires pour passer à la suite. Donc, on va lui conseiller de revoir la théorie du chapitre 2 et peut-être même on va insérer une vidéo qui va lui donner des explications supplémentaires sur cette matière. Voilà déjà quelques possibilités au niveau de cette première partie. Je vais sauter certaines choses. Qu'est-ce qui est encore intéressant? Le vérificateur de l'orthographe, il était actif dans cette version-ci, pas dans l'autre version. Est-ce que j'ai encore le temps quand je vais regarder ici et je reviens sur l'avant-dernière question? Je vais écrire bonjour sans le R, ben, il va souligner en rouge parce que c'est erroné. Ben, c'est logiquement, c'est une aide pour les élèves qu'on peut choisir d'activer ou de ne pas activer. Attention, il va utiliser le vérificateur du navigateur. Si c'est un exercice en anglais, il faut que l'anglais soit activé comme langue dans le navigateur, sinon tout serait souligné en rouge. Et puis, vous l'avez vu, sélection de texte, surlignage et synthèse vocale. Ce sont différentes options qui se trouvent ici sous la même partie. Euh, dans la version jaune, bah, tout était désactivé. Parfois, les élèves utilisent des outils de synthèse vocale, des outils externes qui vont leur permettre de sélectionner le texte et puis de l'écouter, parce qu'il y a un outil qui va lire le texte à haute voix. Mais pour pouvoir utiliser de tels logiciels externes, il faut que cette option soit activée. Si je décoche cette option et je reprends mon exercice, bon là c'est la version déjà partagée, donc je vais prendre l'aperçu ici. Bah, là, l'élève ne pourra pas sélectionner le texte et par conséquent, un outil de synthèse vocale ne fonctionnera pas non plus. Donc, il faut déjà activer ça. Et puis, éventuellement, vous utilisez notre synthèse vocale intégrée que je vous ai montré. Si l'élève a un outil externe, vous pouvez ne pas l'utiliser, hein. Et puis, l'option de surlignage qui se trouve également ici, je vous l'ai montré. À vous de voir si vous voulez, oui ou non, donner accès à cette fonctionnalité. Pourquoi est-ce qu'il y a une langue secondaire? Parce que parfois vous êtes prof de langue et peut-être que vos consignes sont en français, mais l'exercice en anglais. Et donc là, on peut activer deux langues pour la synthèse vocale. Restriction du copier-coller, c'était activé dans la version jaune et pas dans cette version-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, l'élève pourrait aller sur Wikipédia, sur un autre site ChatGPT, il pourrait sélectionner du texte et le coller tant que cette option n'est pas cochée. Si on va le cocher, bah, ils peuvent essayer, mais ça ne va pas fonctionner. Ça va toujours, ils peuvent toujours aller sur un autre site, mais quand ils vont essayer de copier du texte, ils ne pourront pas le coller. Vous avez vu le clavier visuel pour l'espagnol. Ben, on peut l'utiliser pour d'autres langues également, même pour des caractères grecs, ce qui est intéressant pour des cours de sciences et de maths. Donc voilà, cette option se trouve ici. Le bloc-notes, vous l'avez vu pour mon exercice de calcul. Et le bloc-notes, on peut l'activer soit pour l'ensemble de l'exercice,
soit pour certaines questions, pour des questions spécifiques. C'est ce que j'avais fait. Et puis on va dans la question même encore cocher cette option. Il y a plusieurs formats et on peut activer l'outil photo. Ici, j'avais l'outil photo. Ça veut dire que si les élèves préfèrent, ils peuvent faire les calculs en version papier et puis faire une photo éventuellement avec leur téléphone et cliquer sur l'icône ici pour faire la photo. Voilà. Je veux l'activer, je vais l'autoriser, je ne vais pas l'utiliser logiquement. Je n'ai pas d'exercice de maths ici, mais voilà. La calculatrice se trouve juste en dessous. C'est très facile. On l'active ici. On a une calculatrice simple et on a une calculatrice scientifique qui a un peu plus d'options, des racines carrées, le, euh, le chiffre pi, etc. Voilà, et je pense que je vous ai montré le principal au niveau des options. Voilà, je comprends si c'était un peu rapide, mais le plus important, c'est que vous trouverez certaines options au niveau des questions, d'autres au niveau général, et puis dans l'onglet rapport, il y a encore le mode examen, le minuteur que vous pouvez activer ici. Et puis, voilà, je vous invite à tester ces options. Si vous dites, OK, la semaine prochaine, j'ai un exercice et ça pourrait être intéressant d'utiliser le bloc-notes, activez-le, prenez l'aperçu et vous allez tout de suite voir comment ça fonctionne et vous pouvez le tester par vous-même. Voilà. Et encore une fois, vous aurez les liens de l'enseignant dans la présentation que je vais vous envoyer par après. Si vous regardez par après sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour obtenir la présentation ou les liens de l'enseignant. Différencier dans les autres types de widgets, bon, il est clair que les quiz, les feuilles de travail et la feuille de travail fractionnée, ce sont les widgets les plus utilisés et ils ont les options les plus avancées en termes de paramétrage spécifique et logiquement ou par conséquent aussi pour la différenciation, mais on peut différencier aussi dans les autres types de widgets. Je vais vous présenter trois catégories de widgets. Tout d'abord les billets de sortie, ensuite les webquests et planificateurs et finalement les jeux. Les billets de sortie, c'est peut-être un concept plus populaire dans le monde de l'éducation anglo-saxon. L'idée d'un billet de sortie, c'est à la fin d'un cours poser des questions toutes simples aux élèves. Ça doit prendre moins de 5 minutes pour vérifier s'ils ont bien acquis les savoirs et savoir-faire présentés au long de la séquence de cours et peut-être aussi comment est-ce qu'ils se sentent. Il y a aussi un peu l'aspect mental et bien-être qui devient important, qui est important, mais qui se met de plus en plus à l'actualité du jour également dans ce genre d'exercice ou d'activité. C'est même pas vraiment un exercice. On a dans BookWidgets un type de widget spécifique pour ça, qui s'appelle le billet de sortie. Et ça se présente comme ça. On ne peut pas changer le format. Il y a une question toute simple. As-tu bien compris le cours? Vous pouvez changer la question, mais la réponse est toujours un des trois smileys. Hein, l'élève va tout simplement cliquer dessus. Et puis, une question ouverte. On peut éventuellement mettre une image. Donc là, j'ai mis tout simplement indique ce que tu ne comprends pas. Mais ça peut aussi être une vraie question qui va tester leur connaissance. Et c'est tout. On ne peut pas changer le format. On a ces deux questions. Et puis les élèves vont envoyer ces réponses. Ça prend moins de 2 minutes souvent. Et puis l'enseignant obtient quand même des informations importantes qui vont l'aider pour les cours suivants. Ça, c'est le billet de sortie. Bah, logiquement, on peut aussi créer ce type d'exercice en utilisant la feuille de travail ou le quiz avec une ou deux petites questions. Et on a ici c'est en anglais, mais c'est très intéressant. Ça permet de regarder pour trouver de l'inspiration. On a plus de 60 modèles en anglais, ça s'appelle des exit slips ou exit tickets. Ce sont des exercices créés principalement par une stagiaire qui a travaillé pour nous il y a quelques ans. Et donc voilà, ici par exemple,
Qu'est-ce qui vous a inspiré pendant le cours ou noter des choses que vous n'avez pas comprises? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mot du jour. Bah, c'est intéressant aussi. Quel est le mot du jour que vous allez retenir de ce cours? Qu'est-ce qui signifie? Utiliser le mot dans une phrase, donner un synonyme et un antonyme. Ou bien des pop-corn pour noter les idées qui viennent à l'esprit quand on pense au thème du cours. Voilà quelques idées. Sur base de ces informations-là, l'enseignant pourra différencier parce qu'il va mieux comprendre qu'est-ce que les élèves retiennent, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, et ainsi de suite. Le WebQuest et le planificateur, ce sont deux de nos widgets plus avancés. On a fait des webinaires entiers sur les deux types de widgets. Donc, je vous enverrai la présentation et dans la présentation, vous trouverez les liens vers ces webinaires, ces enregistrements de webinaires. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder à un moment qui vous convient les enregistrements. Les deux types de widgets, WebQuest et planificateur, ont en commun qu'ils permettent de créer en quelque sorte un parcours d'apprentissage ou une séquence en mettant ensemble différents widgets et éventuellement des ressources externes. Donc au lieu de partager un seul quiz ou un seul mot croisé, on peut faire une séquence de plusieurs activités, book widgets et autres, dont les deux. Quelle est la différence alors? Dans un WebQuest, vous avez un peu plus de liberté au niveau de la mise en page. Ça, je dis parfois que c'est un simple site web où on va mettre du texte, des vidéos sur différents onglets. Et le planificateur, là, on a une structure fixe où c'est une structure très claire, hein, où on a différentes fiches, différentes cartes avec les activités à faire dans un ordre proposé. Et les élèves, là, il y a la particularité aussi que les élèves peuvent cocher les activités terminées. Au sein de ces webquests et de ce planificateur, pour les plus avancés, on peut différencier. Je vais vous montrer un exemple. C'est en anglais. C'est sur ici l'exemple, c'est sur les nationalités, les langues, le vocabulaire lié au pays, les langues et les nationalités. Euh, bon, on a une page d'introduction. Comme je disais, le WebQuest, c'est un simple site web, donc on a des onglets en bas. Il y a ici une vidéo. Mon navigateur ici a une configuration particulière, donc la vidéo est bloquée, mais normalement vous avez une vidéo YouTube ici. Et puis j'ai des sous-onglets ici à gauche sur ce troisième onglet. Et la particularité, c'est que quelque part, c'est dans la partie exercice, les élèves vont faire un premier exercice qui va tester leur niveau. Et en fonction du résultat qu'ils obtiennent ici, ils vont avoir le feedback de continuer vers les exercices mauve ou jaune. Encore une fois, des couleurs neutres, mais l'un des deux va être pour des élèves qui maîtrisent déjà très bien les bases et d'autres pour des élèves qui rencontrent un peu plus de difficultés. Et donc, ils vont avoir un parcours un peu adapté à leur situation de départ. Voilà. Désolé pour les vidéos qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez l'ouvrir chez vous. Ça va fonctionner. Hein, si vous regardez cet exemple en cliquant sur l'icône du widget. On peut faire la même chose dans le planificateur. Donc ici, comme je disais, hein, c'est une liste de tâches avec différentes cartes. Les élèves vont d'abord regarder la vidéo. Comme avant, j'ai un problème avec les vidéos. Pour le prochain webinaire, je vais quand même changer les paramètres de mon navigateur. Mais bon, une fois qu'ils ont fait, ils vont cocher et ils vont faire les exercices proposés. Et les exercices, selon les résultats qu'ils obtiennent, ils vont peut-être à un moment donné obtenir un mot de passe pour un exercice suivant ou avoir le feedback de d'abord peut-être regarder la vidéo de départ une deuxième fois. Ils ont aussi à droite, dans chacune des cartes, une couleur qui peut par exemple indiquer le niveau. Et dans ce planificateur-ci, ils ont en plus la possibilité, une fois qu'ils ont terminé les activités proposées, la possibilité de choisir eux-mêmes les exercices supplémentaires. Et ça, c'est très intéressant parce que, on le sait aussi, tous les élèves n'ont pas
le même rythme quant bah, aux exercices à compléter. Il va y en avoir qui ont terminé au bout de 30 minutes, alors que d'autres sont toujours sur l'exercice 3 au même moment. Et donc, les élèves plus avancés peuvent choisir des exercices supplémentaires. Et là aussi, bah, les étoiles ou les astérix et les couleurs peuvent indiquer les niveaux. Donc voilà quelques possibilités que vous avez dans ces deux types de widgets. Pour les jeux, je vais être assez bref, mais là aussi on peut varier dans les paires correspondantes et jeux de mémoire. On peut faire une version plus facile, j'aime pas trop utiliser le mot facile dans ce contexte, mais plus abordable parce qu'il n'y a que 5 paires à trouver, alors que dans l'autre version, il y a 10 paires à trouver. Et logiquement, le jeu de mémoire est un peu plus difficile parce que les cartes sont retournées à chaque fois, comparé aux paires correspondantes où les cartes sont visibles à tout moment. Dans le jeu du hasard, notre fameuse machine à sous, on peut choisir le nombre de roues. Ici, la machine à sous est intégrée dans une feuille de travail fractionnée parce que les élèves doivent écrire une histoire avec ces trois éléments qu'ils vont voir ici. Et dans l'autre exemple, ils vont avoir quatre éléments, donc un défi un peu plus grand dans cette deuxième version. Différenciation au niveau des contenus et au niveau de la production. Bah, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans BookWidgets? Là, on va exploiter les possibilités des ressources. Et aujourd'hui, c'est formidable ce qu'on peut faire avec l'IA pour créer des contenus différenciés. Dans nos widgets structurés, on peut ajouter des ressources. Je vais peut-être d'abord expliquer ce que c'est les widgets structurés. Jusque-là, en fait, il y a quelques mois, on faisait soit un quiz, c'est une question par page, soit une feuille de travail, là, toutes les questions se trouvent les unes sous les autres, soit on avait la feuille de travail fractionnée avec une seule ressource et des questions qui se trouvent à côté. Aujourd'hui, le système est devenu beaucoup plus flexible et je vais vous montrer un exemple partagé par une de nos utilisatrices, Virginie Bess, qui a partagé ce magnifique exemple il y a quelques jours dans notre groupe Facebook Enseigner avec BookWidgets. Et vous trouverez cet exemple également dans le groupe Mathématiques Partage de ressources. Donc on la remercie et je vais vous montrer cet exemple. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble à une feuille de travail, mais vous allez voir que j'ai plusieurs ressources parce que quand je passe à la question 2 ou la page 2, je dois dire, ben, j'ai une autre ressource et d'autres questions. Et à la page 3, je vais avoir la même ressource, mais d'autres questions. Et ça, c'est très intéressant. Et quand je reviens en arrière, ben, je vois la ressource qui va beaucoup aider les élèves. La ressource ici, c'est en quelque sorte un guide pour les opérations en maths, comment traduire le français en mathématiques. Quelques remarques, quelques exemples et puis quelques exercices à droite. Et peut-être que pour les élèves les plus avancés, on va enlever la ressource à gauche parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils maîtrisent déjà. Donc, encore une autre façon de différencier les apprentissages. Pareil ici, en résolution de problèmes étape par étape. D'abord, il faut comprendre l'énoncé, après analyser les données, et puis choisir les opérations visualisées, et ainsi de suite. Avec un exemple, c'est très concret, très développé, c'est très utile. Donc, bah, je vous invite à regarder, surtout si vous êtes prof de maths. Voilà. Donc, ce qui est chouette ici, c'est qu'ils vont voir que, ah, tiens, là, j'ai un autre exercice, mais je vais utiliser la même méthode pour résoudre ce problème étape par étape. Ils ont ce guide à disposition. Comment est-ce que tout ceci a été configuré? Je vais en faire une copie dans mon compte. Et vous voyez que j'ai l'éditeur que vous connaissez, mais que voilà, j'ai au niveau des questions plusieurs pages. C'est parce que ici, on a désormais le choix entre une question par page, c'est le format quiz. Toutes les questions sur une page, les unes sous les autres, c'est la feuille de travail. Et puis il y a cet entre-deux, plusieurs questions par page. Ça, c'est une première étape. Et puis dans l'onglet ressources, on a les deux ressources et on a choisi l'option
configurer les ressources à afficher sur chaque page. Si je n'active pas cette option-là, bon, ça se présente comme ça, c'est possible également, hein. Là, les élèves ont les deux ressources à disposition, ils ont en anglais et ils vont avoir les deux ressources pour chacune des pages. Voilà, c'est une autre possibilité, mais dans l'exemple de Virginie, elle a été encore plus loin, elle a choisi cette option-là. Et puis au niveau des questions et des pages de questions, ici, il va falloir aller dans les réglages et ajouter des ressources pour les pages correspondantes. Et donc on voit que c'est déjà fait ici. Traduction français maths pour la première page. Ici, euh, méthode de résolution et exemple pour la page 2 et également pour la page 3. Bon, j'ai fait une vidéo plus complète hein, qui montre étape par étape comment créer ces quiz structurés. Donc si c'était un peu rapide, bon, je vais vous la montrer. Et je vais prendre un autre profil, comme ça j'ai accès à YouTube. Là, je suis déjà sur la chaîne YouTube de BookWidgets. Si je cherche BookWidget quiz structuré, je pense que je vais trouver. On va vérifier. Voilà, nouveau, mieux organiser les questions et ressources avec le quiz structuré de BookWidgets. Voilà, d'abord une pub, désolé, mais là vous aurez, je mettrai dans le chat, vous aurez la fonctionnalité expliquée étape par étape. Exemple 2, euh, pour un cours de langue, bah, on peut utiliser le même système, s'il est très puissant. Et ici, euh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un exercice en anglais, compréhension écrite. La ressource, c'est un site web externe qui est intégré. Et certains élèves vont peut-être avoir besoin d'un dictionnaire. Donc, ils ont accès à un dictionnaire ici. Et ils ont un mot qu'ils ne comprennent pas. On va regarder le texte. Est-ce qu'il y a un mot difficile? Euh, Déjà, The Quiet Mountain Village. Bon, ce mot quiet, même s'il est peut-être pas essentiel pour comprendre le texte, je vais quand même regarder ce que ça signifie et je vais utiliser. Et voilà, il me dit, euh, ok, bah déjà j'ai appris quelque chose parce que j'avais autre chose en tête. Euh, mais il m'explique ce que c'est, hein. Autre particularité dans cet exemple-ci, et ça c'est un autre paramètre, c'est que les élèves, ils doivent vraiment travailler étape par étape parce qu'ils vont répondre à ces questions-ci. Bon, je vais faire des réponses un peu au hasard. Et puis, quand ils vont vers la suite, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils doivent le faire en ordre strict, hein, ils pouvaient pas sauter des étapes et en plus, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ça, c'est un paramètre que vous trouverez également dans l'onglet général sous ordre de réponse strict. Ici, il faut répondre aux questions dans l'ordre et là, on peut oui ou non permettre aux élèves de voir les réponses précédentes. Voilà, donc encore des options un peu plus avancées. Et puis je l'avais dit, hein, l'IA est magnifique pour créer des ressources différenciées. J'ai fait moi-même un petit essai. Je suis allé, je ne sais même plus si c'était Gemini ou ChatGPT. C'était l'un des deux. Et j'ai donné le prompt, écrit en texte en français d'à peu près 60 mots sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies, par exemple en éducation. Et puis j'ai donné un peu le contexte, hein, j'ai indiqué le niveau de mes élèves et j'ai demandé de décrire un texte qui doit respecter la structure d'un essai parce que voilà, c'est ce que je veux donner comme exemple à mes élèves. Il m'a sorti un texte très correct, très intéressant. Bon, il faut toujours relire le contenu, mais ici c'était vraiment en ordre. Mais il y avait pas mal de mots un peu difficiles, même pour des élèves francophones de 18 ans. Donc, je lui ai demandé ensuite de générer une liste de vocabulaire. Comme ça, j'avais un lexique à proposer à mes élèves. Et je vous montre le résultat ici. Donc là, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies, une révolution en mars. Voilà, j'ai le texte qui respecte la structure d'un essai, thèse, antithèse et ainsi de suite. Et j'ai cette deuxième ressource, cet onglet ici, lexique. Et là, il m'explique algorithme de recommandation, autonomie de pensée, bulle de filtre, et ainsi de suite. Les élèves,
qui ont besoin du lexique peuvent le consulter. Les autres, même si peut-être que le lexique va être à leur disposition, ils vont pas l'utiliser. Donc là, on peut proposer la même version et selon les élèves vont oui ou non utiliser cette ressource lexique. Donc voilà, première activité. Et puis j'ai généré des questions aussi en utilisant l'IA basée sur ce texte, hein. Donc selon le texte, quel est le principal danger des bulles de filtre? Question vrai ou faux? Quel terme est utilisé pour décrire la tendance humaine à choisir la solution demandant le moins d'efforts intellectuels? Peut-être qu'ils vont le trouver dans le texte ou dans le lexique. Les élèves les plus sages vont peut-être regarder dans le lexique avant de chercher dans le texte. Et puis, à la fin, je leur demande d'écrire un commentaire de 200 mots. Voilà. Après, je ne me suis pas arrêté là. J'ai demandé, toujours dans la même conversation, dans le même chatbot IA, j'ai expliqué, hein, c'est une situation fictive, mais qui pourrait être réelle. J'ai deux élèves d'ASPA. Pour ceux qui n'enseignent pas en Belgique, je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est en quelque sorte des élèves qui viennent d'ailleurs et qui maîtrisent pas, souvent maîtrisent pas ou pas encore très bien le français. Donc j'ai deux élèves d'ASPA dans ma classe. Ils montrent une belle progression en français, mais ce texte sûrement va être trop difficile pour eux. Donc adaptez le texte, rendez-le plus simple. J'ai indiqué le niveau, c'est une référence au cadre européen de l'apprentissage des langues. Ça aide beaucoup l'IA à adapter son texte à tel ou tel niveau. Donc, je lui ai dit aussi qu'il peut raccourcir le texte, hein, et il ne doit pas forcément avoir la même longueur, mais j'aimerais que, au niveau du contenu, il va garder le plus possible le même contenu. Donc, voilà. Qu'est-ce qui m'a sorti? Un texte plus court, et quand on va lire le premier paragraphe, il est déjà très clair qu'on a un texte plus abordable ici, mais au niveau du contenu, c'est assez proche de l'original. On va pas, je vais pas vous donner le temps de relire tout le texte, mais vous aurez les deux versions dans la présentation et donc vous pourrez corriger. Et puis pour les questions, j'ai modifié ici, hein, j'ai demandé à l'IA de générer ensuite les questions et le lexique d'ailleurs ici, hein, basé sur cette nouvelle version du texte. Et puis pour certaines questions, j'ai proposé des questions audio au lieu de questions écrites parce que peut-être que ces élèves ont moins de difficultés à expliquer leurs réponses à l'oral que de l'écrire en français. Voilà. À vous de voir, hein, parce que parfois c'est peut-être pas le cas et peut-être que l'oral est plus difficile que l'écrit. Donc voilà, quelques possibilités, mais voilà, un bel exemple de ce que l'IA pourrait faire. Les options avancées, là, je vais vous montrer des outils externes complémentaires que vous pouvez utiliser et comment partager un widget avec des élèves spécifiques. En termes d'outils externes, je vais vous en présenter deux. Il y en a d'autres. Le principal, je vous l'ai déjà dit, il faut, dans l'onglet Général, activer l'option Sélection de texte. Sinon, ces outils externes ne vont pas fonctionner. Il y a le lecteur immersif de Microsoft. Si vous ouvrez Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft, il est déjà disponible. Ici, j'ai un exemple d'un quiz sur les grenouilles et le quiz, il commence par un texte. Déjà, en termes de lisibilité, c'est pas le meilleur exemple parce que le texte blanc sur cet arrière-plan, ça marche pas très bien par tous les endroits. Mais voilà, j'aurais peut-être pu choisir une autre image d'arrière-plan. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple. Euh, le lecteur immersif, donc là j'ai ouvert le navigateur euh, Edge de Microsoft et il suffit maintenant de sélectionner du texte. Il faut alors, comme je disais, que cette possibilité soit activée. Ensuite, les élèves peuvent, avec un clic droit, activer le lecteur immersif. Mon navigateur est en anglais. En anglais, ça s'appelle Immersive Reader. En français, lecteur immersif. Et ce lecteur immersif, il permet de faire plusieurs choses, mais en gros, il va aider les élèves
à se focaliser mieux sur le texte. Et notamment pour les élèves dyslexiques, ça va aider. Mon exemple n'était pas parfait, l'image d'arrière-plan n'aidait pas pour la lisibilité. Ici, par contre, on a quelque chose qui va très bien fonctionner. Ils peuvent d'ailleurs aussi écouter le texte, hein, il y a une fonction de synthèse vocale, mais peuvent aussi aller dans les options qui se trouvent en haut. Et notamment, je vais regarder, ils peuvent augmenter la taille. Ils peuvent aussi augmenter, hein, je l'avais déjà activé, l'interligne. Et là, c'est prouvé que ça va aider les élèves dyslexiques. Il n'y a aucune étude qui prouve que telle ou telle police serait meilleure pour les élèves dyslexiques. Par contre, l'espace entre les lignes, là, c'est prouvé. Donc déjà ça, c'est intéressant. Et puis, intéressant aussi, c'est la possibilité line focus en anglais. Je pense en français, ça va être assez similaire. Quand ils activent cette fonction-là, ils vont voir un zoom en quelque sorte sur une ligne. Ils vont pouvoir le faire ligne par ligne. Donc, ils vont être plus focalisés. Ils vont pas être distraits par le reste du texte. Ils ont toujours une ligne qui est bien lisible et comme ça, ils peuvent à leur rythme lire le texte de manière très concentrée. En plus, on peut traduire en fonction de, peut-être encore une fois avec des élèves qui viennent d'ailleurs, euh, ils peuvent traduire le texte selon leur langue maternelle avec les options qui sont à leur disposition ici. D'ailleurs, en termes de traduction de texte, si je prends le même exemple et je vais l'ouvrir dans Chrome, ah, allez, il est là, Chrome. Je dois sortir de ma présentation. Donc là, je suis dans Chrome, j'ai le même texte. Je peux sélectionner le texte et j'ai installé et activé l'extension Google Traduction que vous voyez ici en haut à droite et qui apparaît aussi dans le texte même hein, que je viens de sélectionner. Juste en dessous, j'ai cette icône de Google Traduction qui me permet de traduire le texte vers une langue source qu'on a configurée. Ici, j'ai pris l'exemple de l'ukrainien. Donc là, j'ai le texte en français et en ukrainien et je peux l'écouter dans les deux langues. Là, j'ai plus la possibilité de l'écouter en français apparemment. Je pensais qu'auparavant c'était possible. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça a disparu ou est-ce que peut-être que je dois l'activer dans les options de cette extension Chrome? Je ne vais pas aller jusque-là. Ce sont des outils externes qui ne sont pas développés par beaucoup de jets. Donc si vous avez un souci quelque part, malheureusement, je ne pourrai pas vous aider. Il va falloir vous adresser à Google ou à Microsoft. Mais ce sont des outils qui fonctionnent très bien au sein de beaucoup de jets, à condition d'avoir autorisé la sélection de texte. Et puis comment partager un widget avec des élèves spécifiques parce que je vous ai montré que voilà, on peut créer différentes versions d'un même widget. Je vous conseille d'ailleurs de d'abord créer une première version qui soit terminée à 100%. Hein, vous avez toutes les questions, toute la mise en page, toutes les options en ordre, et après vous le dupliquez pour faire pardon, votre version adaptée pour certains, peut-être certains élèves avec des besoins spécifiques. Parce que si vous le faites trop tôt et après vous voulez ajouter une autre question, ben, vous allez devoir le faire dans les deux versions. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, une fois que vous avez vos deux versions, il faut encore les partager. Et il faut, dans ce cas-là, ne pas... je pense que le plus simple, c'est si on peut partager directement avec des élèves spécifiques au lieu de partager avec la classe entière. Ce serait possible, et alors il faut dire très clairement, ok, tes élèves, vous faites la version bleue et les autres, vous faites la version jaune. Mais si on peut rendre les choses encore plus faciles, ben, pourquoi pas. Ça varie un peu en fonction de la plateforme que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas de plateforme numérique, pas de plateforme d'apprentissage,
pour partager les exercices BookWidgets, bah, vous aurez tout simplement deux liens ou deux QR codes différents et vous les partagez avec les élèves concernés. Mais sinon, là, vous avez une capture d'écran de Smart School. Vous ne reconnaissez peut-être pas l'endroit où je suis parce que bah, jusqu'ici, on vous a toujours présenté la possibilité de partager les exercices BookWidget au sein des cours. Mais dans les cours numériques dans Smart School, il n'y a pas de possibilité de partager des exercices avec des élèves spécifiques. Donc là, il est peut-être intéressant de regarder l'autre possibilité, l'autre endroit où on peut partager les exercices BookWidgets dans Smart School, c'est dans l'agenda, le nouvel agenda où pour tout ce que vous faites, que ce soit les cours que vous programmez, les liens web que vous partagez, les devoirs que vous annoncez, tout ce que vous faites, il y a la possibilité, vous le voyez entouré en rouge, la possibilité de sélectionner des élèves spécifiques au lieu de sélectionner des classes entières. Voilà, donc c'est ce qu'on vous conseille de faire dans Smart School. Dans Google Classroom, c'est un peu particulier aussi. Là, vous voyez la capture d'écran. Je suis dans Google Classroom. J'ai installé l'extension Chrome pour partager les exercices BookWidgets directement dans Classroom. Voilà, vous connaissez, je pense, si vous travaillez avec Classroom, cette fenêtre pop-up. C'est le moment où je suis en train de partager un exercice. J'ai déjà choisi dans cet exemple sous Envoyer à la classe ou le cours, hein. Donc là, ça s'appelle Formation BookWidgets. Et puis en bas, je ne vais pas l'envoyer directement avec la première option à la classe entière. Je vais d'abord l'enregistrer comme un brouillon dans Google Classroom. Et une fois que ça a été enregistré comme brouillon, vous allez le retrouver dans la liste en tant qu'enseignant. C'est pas encore visible pour les élèves. Ça sera un peu grisé, hein. Vous verrez clairement que ça ne sera pas encore publié. Et quand vous cliquez dessus, vous avez à droite l'option Attribuer à. Et là, vous pouvez sélectionner les élèves. Et au lieu de sélectionner la classe entière, vous pouvez sélectionner un ou certains élèves spécifiques. Dans Teams, ben, vous l'avez d'office quand vous partagez un exercice BookWidgets dans Teams via l'onglet Devoir, via l'option Apps ou Applications. Vous avez, une fois que vous avez sélectionné l'exercice BookWidgets, à droite, l'option de le publier soit pour tous les étudiants actuels, ça veut dire tous les étudiants qui se trouvent dans l'équipe, dans la team dans laquelle vous êtes actuellement, ou bien pour des étudiants individuels que vous pouvez par la suite sélectionner. Voilà pour les différentes plateformes. Et puis différencier grâce à la fonction live et grâce au tableau de correction. Dernière partie de ce webinaire, je vais vous envoyer un lien pour faire la démo avec la fonction live. Là, vous voyez une capture d'écran, mais on va faire une vraie démo. Donc, je vais partager avec vous. Je cherche le lien. Je l'ai normalement ici. Voilà, vous allez sur ce lien-là et vous allez tomber sur cette page où il faut introduire un nom. Vous pouvez mettre un nom fictif parce que ce nom s'affichera dans l'enregistrement du webinaire. Voilà, donc je vais mettre Dimitri Demo. Je vous invite à mettre un nom fictif et puis vous ouvrez le premier exercice qui s'appelle différencier avec BookWidgets. Et vous allez reconnaître l'exercice. C'est le même que tout à l'heure, mais j'ai encore une fois joué un peu avec les paramètres. Donc vous allez voir que par exemple ici, vous ne pouvez pas revenir en arrière. J'ai activé l'ordre strict. Et il y a une autre différence. Je vous invite à la trouver. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous avez trouvé cette autre différence. Voilà. Entre-temps, je vous invite à compléter des réponses. N'hésitez pas à donner de mauvaises réponses. Ici, hein, le but n'est pas d'avoir de bonnes réponses. Si vous mettez de mauvaises réponses, je peux aussi montrer comment je peux les corriger. Et puis, je vais vous montrer, moi, ce que je vois de mon côté dans la fonction live. Hein, donc ici, l'onglet live en haut.
Je précise que la fonction live fonctionne uniquement quand on partage l'exercice via une plateforme numérique. Voilà, je vois que j'ai plusieurs élèves qui sont dans le cours. Bon, donc je vois que vous avancez et je vois que certains sont déjà à la question 5, alors que d'autres sont toujours sur la question 1 ou 2. Donc ça me permet de voir, ok, Josiane, elle va bientôt commencer à s'ennuyer parce qu'elle avance très vite, alors que peut-être que Josiane pourrait aider Dimitri une fois qu'elle aura terminé. David vient d'arriver seulement, donc il a eu un problème technique. Je vais regarder, est-ce que tout fonctionne correctement. Donc voilà, c'est déjà un outil très puissant pour suivre la progression et par la suite différencier. Quand je vois beaucoup de rouge, je vois ici cet élève fait pas mal d'erreurs. Je peux cliquer sur cet élève, je vois les réponses actuelles de l'élève et je vois aussi les réponses que l'élève est en train de donner. Voilà, je vois en direct ce que cet élève m'écrit ou me répond dans chacune des questions. Cette fonction live, je pense que vous n'allez pas forcément montrer aux élèves, hein, c'est plus un instrument pour vous. Si vous décidez de montrer aux élèves, sachez qu'on peut flouter les noms des élèves. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité? Je peux par exemple sélectionner un élève qui aurait bien répondu à toutes les questions, mais qui aurait oublié de m'envoyer ses réponses. Donc je peux soumettre les réponses actuelles de cet élève. Je peux aussi réinitialiser le minuteur si jamais un élève n'a pas eu assez de temps. Et comme on est ici dans une version à réponse stricte ou dans l'ordre de réponse stricte, mais si jamais un élève me dit Monsieur, là, j'ai par erreur cliqué sur question suivante, est-ce que je peux encore revenir en arrière? Oui, je peux ramener cet élève à la première question. Voilà la fonction live. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à regarder, à tester. C'est un outil très puissant qui va vous donner beaucoup d'infos pour par la suite différencier. Je vois que les deux premiers élèves ont remis leurs réponses parce qu'il y a une coche et une enveloppe qui me l'indiquent. Voilà, je vous laisse terminer. Si vous n'avez pas encore terminé, vous pouvez déjà aller sur la fin et cliquer sur Envoyer parce que ça me permettra de vous montrer aussi la partie correction. Je vais aller regarder ici, dans la partie correction, sous soumission récente, je trouve votre correction. Je vois ici les résultats par question, la moyenne de la classe, hein. Ça me permet pas forcément de différencier, mais de comprendre ok, pour lesquelles de ces questions les élèves montrent des difficultés. Et puis, je vais regarder ici les réponses individuelles des élèves. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. On a déjà fait un webinaire entier sur toutes les possibilités du tableau de correction. Donc, regardez plutôt ce webinaire-là. Mais au niveau de la différenciation, ce qui est bon à savoir, c'est qu'ici, vous avez la possibilité de configurer l'affichage des commentaires. Donc, quand on va renvoyer le feedback aux élèves, qu'est-ce que les élèves vont voir? Et déjà, parfois, j'ai des élèves qui regardent trop la note et qui regardent alors plus mes commentaires et plus ce qu'ils ont écrit correctement ou pas. Donc, je peux ne pas afficher les notes et ni afficher les points par question. Ça, c'est le paramétrage pour tous les élèves. Donc, ça se trouve ici en haut, trois petits points, et puis configurer l'affichage des commentaires des élèves. Par la suite, je peux changer pour des élèves individuels. Je vais regarder, peut-être qu'entre-temps, j'ai eu un peu plus de réponses. Voilà, je prends les réponses de David. Et pour David, je dis OK, lui, il peut voir ses notes. Et donc, je clique sur la petite flèche. Et je vais afficher les points par question et le point total. Donc là, je fais une différence. Je peux aussi faire dans le sens inverse, bien sûr. Je le vois ici. La vue des commentaires de cet élève est différente par rapport à la vue par défaut. Donc c'est une façon de différencier dans le feedback. Une petite nouveauté aussi, c'est pas forcément lié à la différenciation, mais c'est quand même utile à vous montrer.
ce sont les échelles de notation. Vous avez le lien vers un article de blog en cliquant sur l'icône ici. Et puis, je peux vous montrer, c'est au niveau du cours qu'on va l'activer. En fait, il faut d'abord le configurer dans les paramètres du compte. Et puis, d'ailleurs, je vais voir est-ce que je l'ai déjà fait pour ce compte-ci. Oui, hein, donc ici, échelle de notation, oui, j'en ai créé une et je l'ai activée. Ensuite, je vais sur corriger. Je prends un cours et là, je peux l'activer pour ce cours. Donc, voilà, l'échelle de notation est active. Oui, donc normalement, quand je veux... Ah, mais vous n'êtes pas ici. Je vais regarder. Non, vous êtes dans un autre cours qui est lié à ma version, ma plateforme pour montrer les démos de live. Donc, je dois encore l'activer ici. Voilà, les notes alphabétiques, A, B, C, D, E. Vous pouvez travailler avec des smileys, des couleurs, en utilisant les emojis ou faire votre propre échelle de notation. Voilà, je confirme et je vais regarder. Et maintenant, j'ai les lettres qui s'affichent pour les notes. Et ça, on peut le montrer aussi aux élèves. Voilà, il est déjà possible de passer des chiffres au pourcentage. Et maintenant, je vois les notes qui sont affichées en lettres. Et voilà, j'ai fait le tour. J'ai dépassé un peu le temps, mais je m'attendais à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer au niveau de la différenciation. Donc merci d'avoir suivi jusque-là. Comme toujours, je vous donne quelques liens supplémentaires, notre adresse mail pour nous contacter si jamais vous avez des questions. Les webinaires, c'est la page où vous trouverez tous les webinaires enregistrés, les tutoriels, vous pouvez les regarder. Le Knowledge Base, il est en anglais. Rejoignez notre groupe Facebook francophone si ce n'est pas encore fait. Et sinon, vous avez le blog pour trouver encore plus d'inspiration.